Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est le moment de l'émission CNT Éduc 9-3. Salut à tous, écouteurs et écoutrices, c'est le deuxième mardi du mois et c'est l'émission de la CNT Éduc 9.3 sur Radio Libertaire 89.4 qu'on remercie de nous accueillir tous les deuxièmes mardis du mois. On est nombreux ce soir pour vous tenir au courant évidemment de l'actu dans l'éduc, mais aussi pour parler de ce qui se passe plus loin qu'ici, de l'autre côté de l'Atlantique. Avec nous Camilla. Salut. Calo. Salut. Cook. Bonsoir. Et Johan Avenir. On va commencer cette émission en s'intéressant au Mexique et à la 4e brigade nationale de recherche de fosses de disparus. Il sera ensuite question du prétendu devoir de réserve des enseignants. On va essayer de comprendre ce que c'est et ce que le ministre veut changer. On fera un point sur la situation dans les lycées, la réforme, les blocages, et mes camarades s'attelleront à un gros sujet, la question des compétences dans l'enseignement et pourquoi c'est pas ouf. Mais avant toute chose, je remercie nos techos qui sont également nombreux. Et on va passer un bon son, une rappeuse guatémaltèque, Rebecca Lane, et c'est Desaparecidos. Catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, zancaglistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos. No tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, desaparecieron tu cuerpo, desaparecieron, pero no tu ejemplo. Desaparecieron tu cuerpo, desaparecieron tu cuerpo, desaparecieron, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. En memoria de Rebeca Eunice Vargas Bragiroli, Víctor Hernández Polanco, Luz Aide Méndez, Florencia Chocop, Rosario Cuevas, María Calderón,
Otto René Estrada, Oscar Quiroga, Carlos Nájera, Isaura Hernández y miles que aún siguen en nuestra memoria. Desaparecidos, Rebecca Lane, pour amorcer ce sujet international, un point sur la situation au Mexique et l'accueil du collectif Paris Ayotzinapa. Avant toute chose, Calo, pour nous faire un petit point sur la situation au Mexique, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, aujourd'hui, 8 janvier 2019, c'est donc vers le Mexique que se tournent nos regards et vos oreilles, écouteurs, écoutrices. C'est le cas d'abord parce que ce beau pays est, depuis 25 ans maintenant, une terre d'espoir. C'est le pays où, le 1er janvier 1994, reprenant l'héritage de Zapata, Villa et Flores Magón, s'est dressée une rébellion zapatiste au cri de Ya basta, combattant pour l'humanité et la dignité contre le néolibéralisme dans la Selva Lacandona au Chiapas. Depuis, au Chiapas, des humains s'efforcent de vivre hors du capitalisme en construisant l'autonomie sous la forme d'un autogouvernement populaire. Impossible donc de commencer une nouvelle année sans saluer nos amis zapatistes du Chiapas et d'ailleurs. Nous saluons donc également le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Alors si nous avons choisi le Mexique, c'est aussi parce que ce beau pays est celui où, pour paraphraser Proudhon, être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé, mais aussi enlevé et assassiné. En 10 ans, c'est environ 40 000 personnes qui ont disparu. Attention, chiffres officiels, très certainement bien en dessous de la réalité. Ces jours-ci, le 19 janvier, démarre la 4e brigade de recherche de ces disparus. Pour en discuter, nous recevons une camarade du collectif Paris Ayotzinapa. Camilla, bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question est assez simple. Qu'est-ce que c'est que ce collectif Paris Ayotzinapa, si on peut le présenter aux auditeurs et aux auditrices, et qu'est-ce qu'Ayotzinapa ? Alors le collectif Paris Ayotzinapa s'est constitué spontanément à partir de la disparition des 43 étudiants et suite aux différents rassemblements qui ont eu lieu face à l'ambassade du Mexique à Paris. Donc l'objectif, c'est de lutter contre les violences d'État au Mexique et en particulier contre la disparition forcée, en menant des actions de solidarité internationale, des manifestations, des événements pour collecter des fonds, des projections. On a accueilli des expos, on fait des traductions, enfin voilà. Et donc Ayotzinapa, c'est une école considérée par l'État comme un foyer de la subversion avec les foyers des guérillas passés. Sont passés par cette école, par exemple, Lucio Cabañas et Genaro Vázquez dans les années 70. Donc le 26 septembre 2014, les étudiants s'organisent pour commémorer le massacre des étudiants commis le 2 octobre 1968. Ils partent à Iguala, une ville à quelques heures de l'école, pour réquisitionner des bus pour se rendre à la manifestation de Mexico, qui a lieu donc tous les ans le 2 octobre. La police tente d'arrêter les étudiants. L'un des bus est attaqué, donc c'est échange de coups de feu, ils se font tirer dessus et tous les étudiants d'un des bus se font arrêter. Et le bus disparaît aussi. Donc les autres étudiants s'organisent très vite et donc organisent une conférence de presse. Et donc tous les autres étudiants d'Ayotzinapa les rejoignent à Iguala. La conférence de presse est également attaquée à son tour. Et donc ce sont en tout 3 étudiants de l'école qui ont été tués, 1 dans le coma et 3 autres personnes présentes sur place qui meurent aussi lors de l'attaque. Et puis 43 disparus. Voilà. Donc l'État, enfin le gouvernement répond tout de suite et invente un énorme mensonge. Le bureau du procureur invente sa propre version, ce qu'on appelle la verdad histórica, c'est-à-dire que en fait il raconte que c'est l'attaque d'un cartel qui se trompe de cible et qui donc s'en prend aux étudiants et ensuite fait disparaître les corps à travers la crémation en les brûlant tous dans une décharge, dans la décharge de Cocula qui se trouve pas très loin d'Iguala. Et donc les preuves apportées pour justifier cette thèse ont été mises en scène et c'est une thèse qui a été soutenue par l'ancien président Enrique Peña Nieto jusqu'à son départ. À partir de là, donc la Commission interaméricaine des droits de l'homme désigne le groupe interdisciplinaire d'experts indépendants qui démonte point par point la version de l'État
Et les scientifiques démontrent l'impossibilité de la crémation des étudiants dans cette décharge. Donc l'État refuse de suivre les points énoncés par les experts pour faire avancer l'enquête et il refuse d'ouvrir les portes des casernes des militaires où ont été géolocalisés les téléphones des étudiants disparus. Parmi les personnes interpellées dans cette affaire, 34 personnes ont été torturées afin d'obtenir des aveux sous la torture pour trouver de faux coupables. Voilà. Et donc les hypothèses que nous on imagine plutôt, c'est qu'en fait il y avait en même temps la présence d'un meeting du maire d'Iguala. Et les autorités locales avaient peur que les étudiants perturbent l'événement. Et une autre hypothèse soutenue aussi, c'est que c'est en lien avec le trafic de drogue. Et donc le bus dans lequel étaient les étudiants, qui a également disparu, il se peut qu'en fait il y ait une cargaison de drogue dans ce bus-là qui était destinée à aller vers Chicago. Donc voilà. Et puis de toute façon, c'est une attaque de plus contre les étudiants des écoles normales rurales qui sont déjà la cible des autorités depuis longtemps. Voilà. Et donc le cas des 43 étudiants d'Ayotzinapa, il est paradigmatique parce qu'il met en évidence la collusion entre le crime organisé, toutes les polices, l'armée et les autorités politiques locales. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la découverte Ayotzinapa, c'est un point aussi important puisque à partir de la disparition des étudiants, donc les familles se sont organisées, ont été chercher des fosses dans l'état de Guerrero. Enfin, en cherchant les étudiants, en fait, on est tombé sur des fosses. Et il se trouve que ça n'était pas les étudiants d'Ayotzinapa. Donc du coup, la question s'est posée, qui sont ces personnes si c'est pas les étudiants? Et là, les autorités ont rien répondu. Donc, en fait, ça met en évidence la question des disparus de façon générale, puisque le cas d'Ayotzinapa était très médiatisé au niveau national et international, et en fait, ça a permis de faire parler les autres familles des autres disparus. Et d'ailleurs, il y a un collectif qui s'est constitué là où ont disparu les autres étudiants, qui s'appelle les autres disparus d'Iguala. Et donc, en réalité, les chiffres, c'est plutôt autour de 37 000 disparus. 37 000, mais en réalité c'est bien plus, comme tu disais, puisque les familles en fait n'osent plus aller porter plainte, déclarer la disparition d'un proche par peur des représailles, à cause des demandes de rançon bidon, à cause de la stigmatisation, etc. Donc voilà, c'est... D'accord, alors un peu... Merci déjà pour ces premiers éléments. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui sont les disparus? Est-ce que ce sont juste des étudiants? Visiblement non. Et pourquoi est-ce qu'on disparaît au Mexique? Alors au Mexique, la disparition, ça n'est pas un phénomène nouveau, puisque dès les années 70, avec la guerre sale dans l'état de Guerrero, il y a déjà eu énormément de disparus à ce moment-là. Dans les années 90, avec les féminicides, etc. Mais aujourd'hui, les disparitions ne visent plus seulement un secteur particulier de la population. Les frontières deviennent plus poreuses entre une disparition générale, une disparition forcée pour motif politique, ou une disparition liée à la traite de personnes, ou encore par rapport aux migrations, notamment les migrations centra-américaines. Les migrants sont vraiment des victimes de disparitions importantes aussi. Donc ces violences peuvent être criminelles et liées à des règlements de compte entre narcotrafiquants, mais elles restent encore largement politiques et impliquent la police fédérale et l'armée. Donc le gouvernement mexicain, en lançant la lutte officielle contre le narcotrafic en 2006, tente d'opposer l'État au cartel de la drogue, ce qui est une fausse opposition puisque les acteurs politiques, policiers, militaires sont imbriqués aux acteurs criminels et font des arrangements. L'État reste le principal producteur des violences, avec l'armée, les polices municipales, fédérées, directement liées dans de très nombreux cas de disparition. Et les narcotrafiquants ont aussi diversifié leurs activités. Ce sont en fait véritablement des entrepreneurs qui contrôlent aussi les ressources naturelles des régions sous leur contrôle. La multiplication de ces groupes armés entraîne une lutte pour le territoire et donc tout ça engendre une augmentation de la violence. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle aussi d'un narco-État, tant l'État est corrompu. Et le journaliste John Gibler l'explique très bien. Les activités criminelles se diversifient, donc terreur, répression, extorsion, enlèvement de personnes, chantage, rapt express, disparition forcée, traite de personnes, vente de drogue, et produisent une économie de la violence qui terrorise la population et impose sa loi du silence. Donc elle relève à la fois de tactiques de contre-insurrection anciennes et d'activités marchandes.
contemporaines qui font le lit du capitalisme avancé. La production de la terreur a comme objectif de contrôler et soumettre la population par la peur, en enlevant, en séquestrant, en tuant des innocents et en criminalisant les mouvements sociaux. La terreur assume une dimension économique et elle augmente le commerce de la drogue et la traite des personnes. Une brigade de recherche, ça semble être une des réponses. En quoi est-ce que ça consiste ? Qui organise la brigade, les brigades et qui participe aux recherches ? Alors la brigade a été créée la première brigade a eu lieu en 2016 et elle a été créée bien en amont par Juan Carlos Trujillo, donc qui a perdu 4 de ses frères dans sa famille, et par Miguel Ángel Jiménez Blanco du collectif justement dont je parlais, les autres disparus d'Iguala. Et ce Miguel Ángel, lui, il a été assassiné en août 2015 avant même que la première brigade ait lieu. Et donc en fait, comment ça fonctionne ? Donc c'est des personnes qui proviennent de différents groupes locaux de recherche de tout l'État. Donc ce sont tous des proches de disparus. Et ils sont également accompagnés d'avocats, donc les avocats de l'Institut mexicain des droits de l'homme et démocratie, de différents collectifs aussi de défense des droits de l'homme, des étudiants, des journalistes. Les journalistes sont très importants pour médiatiser leur travail. Et puis également, ce qui peut paraître absurde, d'une patrouille de la police fédérale pour assurer leur sécurité. Et donc ils font ce que ne fait pas l'État, c'est-à-dire chercher les disparus dans les fosses. Mais pas que dans les fosses, mais en tout cas, à l'occasion des brigades, c'est vraiment centré sur la recherche de fosses. Ils font également un suivi juridique, ils recensent les cas, ils font également des prélèvements ADN, ils apportent un soutien aux familles. Par exemple, ils ont créé le manuel d'action face à la disparition forcée. Voilà, et puis l'objectif, c'est aussi de faire du partage de connaissances et de former les différents collectifs pour que les collectifs locaux cherchent aussi de leur côté. Enfin voilà, c'est un partage de connaissances. Et donc ils fonctionnent avec les dons pour s'acheter du matériel. Donc le matériel, c'est des pioches, des tiges en fer qu'ils enfoncent dans la terre pour repérer la présence de cadavres un peu à l'odeur en fait. Et plus récemment, donc au fur et à mesure que passent les brigades, donc ils développent aussi en matériel avec des drones. Et là, l'objectif de la dernière brigade, c'était de s'acheter des détecteurs de métaux, parce que souvent il y a des vêtements, etc. Enfin, c'est plus facile. Enfin voilà, ils essayent de se perfectionner au niveau du matériel. Et sur le terrain, donc en fait, ils arrivent à trouver des fosses grâce aux informations transmises de façon anonyme. Par exemple, lors de la première brigade, les premiers jours n'ont rien donné et en une journée, suite à une information anonyme donnée à travers un morceau de papier, 11 fosses ont été trouvées en une seule journée. Donc voilà. Donc la première a eu lieu en 2016 à Amatlán dans l'état de Veracruz. La deuxième encore à Veracruz aussi en août. La troisième dans l'état de Sinaloa en février, et puis la quatrième qui va commencer en janvier, le 19, qui va durer 15 jours aussi, comme les précédentes. Donc, en fait, ce qu'on veut préciser, c'est que les fosses clandestines, donc c'est des fosses qu'on peut trouver n'importe où, dans la montagne, dans les champs, mais ça peut aussi être des fosses dans les cimetières, dans lesquelles les autorités vont se débarrasser des corps qui sont en surnombre dans les morgues, et donc sans qu'il y ait eu identification des corps. Mais là, les brigades vont chercher vraiment dans les champs, dans les montagnes. Voilà. C'est très difficile d'évaluer le nombre précis de personnes retrouvées, puisque, par exemple, lors de la première brigade, c'était essentiellement des restes osseux, des os brûlés ou calcinés. Et puisque les corps ont souvent été dissous, et donc on peut plus identifier le nombre de personnes, et on peut même plus forcément exploiter l'ADN pour retrouver à qui appartenaient ces os. Parfois on trouve seulement des crânes aussi, c'est rarement des corps entiers quoi. Mais dans l'état de Guerrero, par contre, oui, les collectifs ont pu trouver des corps plus faciles à identifier. Voilà, donc ce qui est important dans le travail des brigades, c'est qu'elles obligent les autorités à réagir. Puisqu'une fois que les personnes qui cherchent trouvent une fosse, normalement, il y a toute une procédure qui se met en marche. Les autorités sont averties, puisque en tant que particulier, on n'a pas le droit de creuser quand on trouve un corps.
on n'a pas le droit de le toucher. Donc normalement, il y a l'intervention des experts, légistes, qui exhument le corps de façon professionnelle. Il y a le prélèvement ADN et on recoupe ce prélèvement avec les familles qui cherchent, qui ont également donné leur ADN. Et tout ça pour arriver à la restitution des corps. Et en fait, ce qui se passe en réalité, c'est plutôt différent de tout ça. Il y a des situations complètement rocambolesques, comme la perte des corps parfois. Ça arrive que les autorités perdent les corps retrouvés, ou les corps sont envoyés à l'inhumation en fosse commune sans aucun respect du protocole, sans le prélèvement de l'ADN. Ou alors, parfois, les échantillons d'ADN des familles sont perdus, ce qui est arrivé dans l'état de Veracruz notamment, avec le gouverneur Duarte qui lui a même fui avant la fin de son mandat, tellement il était couvert d'histoires de corruption et compagnie. Donc voilà, ce qui fait que le travail d'identification est vraiment difficile et que les avancées sont très lentes. Par exemple, dans l'état de Veracruz, c'est une des fosses les plus importantes qui a été découverte. Les collectifs ont trouvé en 2016 une fosse avec 300 corps. Donc ça, c'était en 2016 et aujourd'hui, seulement 16 corps ont été identifiés. Donc voilà, pour avoir une idée de la lenteur du processus. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un réel manque de moyens, que ce soit de l'argent ou pour faire les recherches ou personnel, il y a très peu d'experts en fait disponibles. Il y a eu un manque de coordination des données aussi, puisque jusqu'à présent, enfin ça, c'est en train de changer, mais jusqu'à présent il n'y avait pas de centralisation des fichiers ADN. Donc si quelqu'un disparaît dans un état puis que le corps est retrouvé dans un autre état, il n'y a pas moyen de faire le lien avec l'ADN des familles, donc ça complique les choses. Et il y a un manque de volonté clairement de la part des autorités, puisque parfois les familles repassent sur des fosses après le passage des autorités et on constate que tous les os n'ont pas été relevés, il y a énormément de failles derrière sur le travail des autorités. Donc c'est un travail fastidieux des collectifs de recherche qui, en plus de trouver des fosses, veillent à ce que le travail des autorités soit fait correctement. Donc voilà, du coup au Mexique, les morgues débordent de cadavres. On estime, les derniers chiffres estiment à plus de 26 000 corps non identifiés dans les morgues. Et donc ce qui s'est passé à Veracruz, ça n'est pas du tout un cas isolé, puisque tous les États du pays sont concernés par ce phénomène. Et la situation a empiré au point que les autorités utilisent des camions frigo pour obtenir plus d'espace pour stocker les corps. Par exemple, on en a entendu un peu parler dans la presse en France, dans l'état de Jalisco, où 2 camions ont été abandonnés avec des corps à l'intérieur. Donc voilà, il y a un vrai besoin urgent de moyens et de matériel pour réussir à identifier les corps et puis à mener le processus jusqu'à son terme. Et donc en fait, ce qu'on constate, c'est que d'un côté, il y a des milliers de disparus et de l'autre côté, il y a des morgues remplies de cadavres non identifiés. Il y a une absence criante de moyens pour l'identification et le traitement digne des corps. Et d'un autre côté, il y a un financement exceptionnel pour l'armée, pour l'armement de la police, pour les lois sécuritaires. Enfin voilà, et du coup, le travail des brigades, il est vraiment important là-dessus, puisque c'est elles qui trouvent. Et du coup, c'est elle qui pousse les autorités à mener le processus jusqu'au bout et qui veille à ce qu'il soit mené jusqu'au bout, parce que sans ces collectifs et sans les brigades, en fait, il y aurait pas du tout d'avancée, quoi. Et donc voilà. Et la médiatisation de leur travail, il est vraiment important pour faire avancer les choses, pour faire prendre conscience dans le pays, aux autres personnes du pays, mais aussi pour qu'elles soient protégées aussi, en quelque sorte. Parce que c'est plus facile d'intervenir de façon nationale, collective, encadrée que seule, que par petits collectifs où les pressions sont beaucoup plus fortes. Voilà. D'accord, donc on voit que ces brigades, elles sont utiles, elles trouvent des corps. Est-ce que y a des résultats au niveau national? Est-ce qu'elles ont laissé une trace pérenne? Oui, alors suite à la première brigade, ce qui est important, c'est que en plus du travail de recherche de fosses, il y a eu tout un travail de fait sur le plan juridique, avec la mise en place d'une loi
Et ça aussi, c'est encore grâce à la pression des familles. Mais donc en fait, il y a une loi qui a été approuvée en avril, qui s'appelle la loi sur la disparition forcée et la disparition de personnes par des particuliers. Donc pour qu'elle soit reconnue, pour que le terme de disparition forcée soit reconnu et entre dans la Constitution. Et en fait, reconnaître le rôle de l'État dans la question des disparitions. Et donc voilà, donc c'est aussi grâce à la pression internationale, puisque le comité contre la disparition forcée de l'ONU, dans un rapport de février 2015, signalait la généralisation des disparitions forcées. Et donc voilà, le rôle international, la pression internationale joue aussi pour faire avancer les choses, au moins dans la loi, même si après, depuis avril 2018, l'ancien président a tout fait pour ne pas l'appliquer. Tout est très lent. Voilà. Donc. Et nationalement, l'élection du nouveau président, est-ce que ça change quelque chose ? Donc ce nouveau président, donc c'est ce qu'on attend. Enfin, au niveau d'Ayotzinapa, il a mis en place une commission d'enquête pour la justice et la vérité du cas Ayotzinapa. Donc il y a eu un décret présidentiel le 3 décembre 2018. Donc voilà, il y a une réelle avancée là-dessus. Par contre, quand on le questionne sur l'enquête par rapport à l'armée et au rôle de l'armée dans la disparition, la réponse reste vague. Ça n'est pas sa ligne de recherche principale. Et les collectifs de familles de disparus sont plutôt en colère, puisque donc il a tout misé sur Ayotzinapa. Enfin, c'est l'impression que ça donne, et rien. Il a jamais mentionné l'urgence de la situation pour les autres disparus. Et en parallèle, il a créé il parle de créer la Guardia Nacional, donc une sorte de garde nationale, ce qui serait en gros un moyen de faire en sorte que le rôle de l'armée soit, que l'armée intervienne dans des questions jusqu'alors du domaine de la police. Et en gros, c'est un peu l'état d'urgence, autoriser les pouvoirs à l'armée, ce qui jusque-là était qu'un décret, le faire entrer dans la Constitution en fait. Et toujours un peu sur le modèle de la France aussi, toujours modèle pour tout ce en termes de police pour le Mexique. Donc voilà, ce qui est vraiment inquiétant là-dedans, c'est que il va attribuer encore des pouvoirs à l'armée. Ce sera un militaire qui dirigera cette nouvelle force. Et il le dit lui-même, c'est parce que la police n'est pas capable de garantir la sécurité du pays. Donc c'est pas très rassurant quand on sait que c'est la police et l'armée qui sont en partie responsables de la disparition forcée. Donc voilà, on reste vigilant et on va être attentif à ce qu'il fait, et les familles vont continuer d'exercer une pression importante. Comment il s'appelle ce nouveau président ? Alors le nouveau président, c'est Andrés Manuel López Obrador. D'accord. Alors du coup, tu l'as évoqué là rapidement, quel est le rôle de la France dans cette affaire, dans le soutien à l'État mexicain, et puis surtout comment est-ce qu'on peut agir depuis ici, en fait, nous ? Alors, en fait, dans le cas d'Ayotzinapa, par exemple, plus que la France, c'est le rôle de l'Europe, puisque les armes qui ont été utilisées pour tuer les étudiants, pour tirer sur les étudiants et en tuer 3 d'entre eux, c'est des douilles de HKG-36. Donc c'est des armes qui ont été vendues par l'Allemagne alors qu'elles n'auraient pas dû être vendues. Et donc, puisqu'il y a une clause par rapport à la question des droits de l'homme, et du coup c'est clairement identifié comme un pays auquel on ne peut pas vendre ces armes. Et donc on a pourtant retrouvé les douilles qui ont servi contre les étudiants. Et en fait, le problème de fond, c'est le terrorisme d'État. Le narcotrafic sert de coupable, mais en fait, il cache la responsabilité des autorités là-dedans. Et la France et l'Europe là-dedans, c'est aussi toute la question du business de l'armement qu'il y a derrière. Par exemple, il y a le salon Eurosatori en France tous les 2 ans, et c'est le plus gros salon de l'armement au monde. Et voilà. Et par exemple, cette année, on a pu entrer et voir que le stand de HKG-36, en même temps en Allemagne, il y avait le procès justement par rapport au fait qu'on ait trouvé ces armes au Mexique alors que c'était interdit. On a pu avoir des petits bonbons
qui représentait les armes. Enfin bon, c'est scandaleux. Donc tout ça se passe en France, alors qu'en parallèle, toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme signalent la question des disparitions. Enfin, le Mexique est dans la ligne de mire de l'ONU et le président précédent lui fermait la porte à l'ONU sans aucun souci. Enfin, donc voilà, en fait, nous, ce qu'on essaie de dénoncer, c'est ça, c'est le fait que tout le commerce passe avant la question des droits de l'homme. Et voilà, et toutes les techniques. Donc la France, elle a son rôle dans la vente d'armes, mais aussi dans la formation. Déjà, il y a eu la gendarmerie nationale mexicaine qui a été mise en place sous le précédent président. Maintenant, la Guardia nationale, on va voir, mais en tout cas, c'est des policiers mexicains sont venus se former en France. Et la France vend ses armes et sa formation, ses hélicoptères, voilà. Et puis sa technique de contre-insurrection qui a été appliquée en Algérie et au Mexique aussi, par rapport à la question d'Atenco. Il y a eu plusieurs cas au Mexique où les techniques françaises ont été appliquées. Donc voilà. Donc si ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est que les autorités mexicaines tiennent vraiment ici en France à leur image de pays dynamique culturelle, pays amis, etc. Et cette image-là, ils font tout pour faire taire justement la question des disparitions qui entacheraient leur image, quoi. Et donc les familles de disparus qu'on a pu rencontrer à chaque fois qu'elles sont venues à Paris, elles insistent sur le fait qu'il est vraiment important d'exercer des pressions, de dénoncer tout ce qui se passe au Mexique. Et voilà, nous on a la possibilité de parler, ce qui est plus difficile au Mexique, quoi. Et le Mexique a vraiment peur des pressions internationales, enfin les autorités mexicaines en tout cas. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement ce que c'est qu'Atenco, à laquelle tu as fait référence, en 2 mots vraiment? Alors Atenco, c'est là où devait se construire un projet d'aéroport. Donc c'est une lutte longue du Mexique, mais le nouveau président là a annulé le projet. Donc c'est une victoire aussi. D'accord. Voilà. Mais il y a eu une énorme répression, des viols. Et voilà. Eh bien, merci. On rappelle donc la date de la prochaine brigade. Donc, du 19 janvier au 3 février. Et donc, on va mettre les infos à jour sur notre page Facebook. Voilà. Collectif Paris Ayotzinapa. Ouais, voilà. Et puis j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont participé aux événements qu'on a pu organiser et qui nous ont permis de récolter des fonds qu'on peut remettre maintenant en brigade. Voilà. Oui, la question des fonds est assez importante. Merci beaucoup d'être venu pour nous donner des informations et nous dire aussi comment nous on peut un peu agir d'ici. Avant de passer à la suite, on va écouter un groupe de... Tu voulais rajouter ? Non. Avant de passer à la suite, on va écouter un groupe de hip-hop mexicain, donc Control Machete, avec la chanson Presente de 1996. Et merci encore Camila d'être venue nous parler du collectif Paris Ayotzinapa. Ouais, merci à vous.